dépit des prodigieuses réalisations du XXe siècle, la situation qui persiste en certains points du globe constitue un bien curieux phénomène. Ça et là, au cœur de pays prospères et jouissant d'une technologie avancée, on découvre soudain des peuplades isolées dont le mode de vie demeure parfaitement étranger au progrès et à la civilisation qui les entoure. Ils utilisent les outils rudimentaires que leur ont légués leurs ancêtres. Ils nourrissent des animaux de bouche à bouche et au besoin les allaitent au même titre que leurs propres enfants. Ils vivent presque comme des bêtes, ce qui nous semble révoltant tellement nous sommes habitués à nos propres modes d'existence. Serrer cruellement le crâne des bébés afin d'en modifier la forme apparaîtrait comme un crime inexcusable dans notre société. Tout comme le brutal aiguisage des dents ou les tatouages sur le visage des jeunes enfants. Néanmoins, de telles mutilations se pratiquent encore de nos jours, pour des raisons qui nous demeurent incompréhensibles. Nous ne comprenons pas davantage cette espèce de flirt avec la maladie dans des contrées que les épidémies ravagent. En mâchant les racines pulpeuses de certaines plantes pour les recracher ensuite dans ce bac, on provoque une fermentation qui produira une boisson violente, mais contaminée. Comment est-il possible que de nos jours, des choses semblables puissent encore se produire? Quel est le sens d'un phénomène culturel de cet ordre à notre époque de progrès scientifique et de découverte? De telles bizarreries appellent des recherches, des études et des explications. C'est pourquoi l'équipe de l'Institut scientifique Moody a visité les coins les plus reculés du monde par tous les moyens possibles pour essayer de trouver des réponses, pour étudier les peuples qu'on nomme primitifs, pour prendre acte de leurs coutumes bizarres, de leurs cauchemars mystiques, de leur existence dominée par les sorciers, de leur vie sans cesse menacée par les querelles entre tribus ou entre familles, la malnutrition ou la maladie. Et plus nous avons étudié ces peuplades, plus nous avons hésité à leur donner un qualificatif. Soyez honnête avec vous-même. S'agit-il là de nobles sauvages, de visions pastorales idylliques, d'une existence en harmonie avec la nature? Depuis le XVIIIe siècle, cette conception jouit d'une grande faveur. Mais pensez à ce qu'elle implique. Le nom même de primitif sous-entend que ce qu'ils sont aujourd'hui, nous l'avons été jadis. Et qu'avec le temps, ces êtres finiront par atteindre à leur tour le point où nous sommes actuellement parvenus. Par voie de conséquence, on doit donc admettre que leur évolution a été entravée par des facteurs extérieurs tels que le climat, la pauvreté ou la maladie. Autrement dit, appeler ces êtres des primitifs, c'est reconnaître qu'ils sont victimes d'une sorte de contre-courant qui les a empêchés d'évoluer normalement et de connaître les progrès qui, pour beaucoup, sont liés inévitablement à l'écoulement du temps. Mais est-ce tout à fait vrai? Cette idée généralement admise résiste-t-elle à un examen approfondi? Essayons d'en faire l'expérience. Dans les jungles du sud du Mexique, près de la frontière du Guatemala, se trouve la province de Chiapas. C'est là que l'on peut rencontrer la tribu des Lacandones. Les Lacandones sont considérés comme un des peuples les plus primitifs du monde. Posons-nous donc la question. Ces gens n'en sont-ils qu'au tout début de leur ascension vers la civilisation? Et sinon, qu'est-ce qui les a empêchés d'évoluer? Il se trouve que nous avons la chance de disposer de toute une documentation à leur sujet. Leur langue, leurs coutumes ont été étudiées, ainsi que leurs caractéristiques physiques. Et tous les spécialistes sont tombés d'accord pour reconnaître que les Lacandones sont les descendants directs du grand peuple prestigieux des Mayas. Ils vivent toujours sur les lieux qu'habitaient leurs ancêtres il y a des siècles. Ils parlent à peu près la même langue. Leur religion est de toute évidence abattardie, mais ils considèrent toujours les vestiges des anciennes cités mayas comme sacrés. Il fut un temps où des centaines de ces cités fleurissaient à travers l'Amérique centrale, entourées de milliers de villages de moindre importance.
Chacune de ces agglomérations, telles que Tikal, que nous voyons ici, était en plein développement à l'époque où disparaissait Pompéi. Il est possible que les origines de la civilisation maya remontent au moins à l'an 1500 avant notre ère, mais elle a atteint son apogée entre le 3e siècle après Jésus-Christ et le 8e ou 9e siècle de notre ère. Elle s'étendait sur les territoires actuels du Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Honduras britannique, ainsi que sur les provinces mexicaines de Chiapas, de Tabasco et du Yucatan. On peut dire qu'on a découvert des ruines mayas pratiquement partout dans ces régions. Toutes admirables qu'elles soient, ces ruines nous font penser aux dernières pages d'un livre d'histoire mutilé. Elles ne nous disent rien de la manière dont tout a commencé. Et elles ne nous donnent qu'un lointain aperçu, une vague idée de la splendeur dont elles ont pu être autrefois témoins. L'architecture des Mayas figure parmi les plus belles réalisations de l'humanité. Mais les Mayas n'étaient pas que de brillants architectes. Ils étaient également des astronomes et donc des mathématiciens de très haut savoir. Durant des siècles, et peut-être même des millénaires, les Mayas ont étudié et consigné dans leurs plus humbles détails les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes. Avez-vous une idée des connaissances qu'il faut atteindre si l'on veut prévoir l'instant et la position exacte de chaque éclipse solaire? C'est d'une incroyable complexité. Et cependant, les Mayas y étaient parvenus il y a des milliers d'années. Dans le Codex de Dred, un des rares manuscrits mayas qui a pu être préservé, se trouvent consignées les éclipses solaires pour un cycle de 23 ans. À la fin de chaque cycle, on peut réutiliser la table en repartant du début. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le fait que les Mayas étaient capables de calculer la période synodique de la planète Vénus avec une marge d'erreur inférieure à 4 centièmes de seconde par jour. Ceux qui connaissent la complexité de la mécanique céleste ne peuvent que demeurer muets d'admiration devant l'ampleur de telles réalisations. Certaines de ces informations furent gravées dans la pierre. Nous nous trouvons actuellement devant les ruines du temple des séries initiales à Old Chichen. Sur la pierre de ce portique se trouve une inscription. En fait, il s'agit d'une date, 28 juillet 878 de notre ère. Cela peut apparaître compliqué comme façon de noter une date qui n'a rien d'extraordinaire. Mais incorporé dans cette inscription se trouve un grand nombre de renseignements sur le peuple maya. Tout d'abord, des informations concernant son antiquité, étant donné qu'elle nous indique le nombre de jours écoulés depuis la date à laquelle l'histoire maya a commencé. Une période d'environ 4 milliers d'années. Cette inscription nous fournit aussi la preuve du génie mathématique des anciens mayas. Chez les mayas, pour symboliser l'unité, on dessine un point. Une barre signifie 5. Ce nombre, 3 points et 2 barres, est 13. Ceci étant établi, il devient facile d'identifier 10, 2, 9, 1, 9 et 7. Mais il y a encore bien davantage ici. Un principe de mathématiques sans la découverte duquel nous n'aurions jamais eu d'ordinateur. Un système de position des symboles qui est essentiel pour effectuer certains calculs. Chaque fois que se présente un symbole de ce genre, il faut multiplier par 20. Autrement dit, ceci est l'équivalent de 144 000 jours. Ce qui nous oblige à constater que l'ancienne civilisation maya, à l'époque mésoaméricaine, connaissait déjà le concept du zéro. Alors que notre civilisation n'a fait la découverte du zéro qu'au cours du Moyen Âge, quand les Phéniciens l'introduisirent en Europe des rives de l'Indus. Mais à cette époque, les Mayas l'utilisaient déjà depuis au moins 10 siècles. Le niveau de civilisation des Mayas n'a pas fini de nous émerveiller. Ils constituaient un très grand peuple. Mais parmi ces ruines grandioses, nous trouvons également des indices de décadence morale. Ces fresques décorent les murs du temple de Bonampak.
On peut y constater partout le peu de cas que les Mayas faisaient de la vie humaine. On y voit des captifs implorer la pitié, mais ils implorent en vain. Le dignitaire Maya leur annonce qu'ils doivent périr. Sacrifice humain. Cœurs arrachés de la poitrine des victimes pour être offerts encore frémissants à des dieux cruels. Idoles de pierre telles que Tchakmoul, le dieu Maya de la pluie. Entité auxquelles les derniers Mayas prêtaient une soif insatiable de sang humain. Vers la fin de la culture Maya, voici le visage qu'offrait la fatalité. Les mises à mort se comptaient par dizaines de milliers. En 1527, lorsque le capitaine Cortés débarqua au Yucatan, il trouva une société en pleine décadence. Avec une poignée d'hommes, il assujettit de nombreuses peuplades. Une nation tout entière s'était émiettée de l'intérieur. Aujourd'hui, tandis que nous étudions ces dernières pages qui nous parlent non seulement de grandeur, mais aussi de décadence, nous ne pouvons qu'imaginer les principes spirituels qui ont conduit cette société à son apogée. Mais nous cessons de nous poser la question, les Lacandones sont-ils des primitifs? Nous savons qu'ils représentent la déchéance, la dégénérescence d'un peuple autrefois noble et fier. Il est évident que les Lacandones sont à la fin de leur trajectoire, non au début, et cela après avoir subi une longue et tragique décadence. Mais quittons les jungles méridionales du Mexique et survolons l'équateur en direction de l'Amérique du Sud, afin d'atteindre le Pérou, pays de la cordillère des Andes. Ici, au cœur de ce paysage interdit de rocs et de glaciers, de vallées qui s'élèvent jusqu'aux arides contreforts des sommets, nous rencontrons un autre groupe de ces êtres dits primitifs. Ce sont les Quechua, dont la grande majorité se contente d'une existence passée dans la servitude à prendre soin des possessions d'autrui. Ils sont environ 5 millions, parmi lesquels un grand nombre s'adonne à l'usage de la cocaïne. Cette drogue, au sujet de laquelle ne demeure aucun doute, elle détruit le corps aussi bien que l'esprit. Elle condamne ceux qui l'utilisent à un cycle dont ils ne peuvent plus s'affranchir. Mais il semble que les Quechua ne désirent rien d'autre que l'engourdissement qu'elle procure, cette sorte d'anesthésie à la réalité. Et nous nous reposons la question, s'agit-il véritablement de primitifs, ou au contraire d'un peuple à son crépuscule? Sur l'emplacement actuel de la ville de Cusco, toujours au Pérou, les ancêtres des Quechua avaient établi le centre d'un empire dont le souvenir demeure légendaire. Le royaume des Incas, une des plus grandes civilisations que le monde ait connues. Il fut une époque, dit-on, où cette vallée offrait un éblouissant spectacle. Les toits en feuilles d'or reflétaient le soleil dans l'air limpide des hauteurs. La métropole était reliée aux autres centres de l'Empire par un réseau routier de premier ordre, dont l'une des voies, la route royale des Incas, s'étendait sur 5000 kilomètres, soit davantage que la voie romaine qui partait d'Écosse pour atteindre Jérusalem, et ceci malgré le fait qu'ils ignoraient la roue et n'avaient pas de chevaux. Le dénominateur commun était le sabot du lama ou le pied de l'Indien, conditions qui, de nos jours, n'ont pas tellement changé. Une bonne partie de l'actuel Cusco est bâtie sur des vestiges incas. Les constructions incas étaient faites presque exclusivement de pierre, ajustées avec une telle précision que le mortier devenait inutile. Les énormes blocs de Sacsayhuamán furent assemblés avec une minutie qui dénote une technologie avancée et une haute compétence. Ils sont demeurés intacts en dépit des nombreux tremblements de terre qui ont ravagé le sol qui les supporte. Sacsayhuamán était une forteresse destinée par ses bâtisseurs à la protection et la surveillance d'une importante route de montagne qui conduisait à Cusco. Au centre de la forteresse se trouve une autre réalisation d'une technologie de tout premier ordre, un système de distribution d'eau qui, après des siècles de fonctionnement, est toujours intact. Vous croyez peut-être que la technique de la chirurgie du cerveau est d'invention toute récente.
Pourtant, on a découvert dans de très anciens cimetières péruviens des crânes portant les traces non seulement d'une intervention chirurgicale au cerveau, mais encore de la régénération osseuse qui succède à l'opération. Autrement dit, ils pratiquaient avec succès des interventions chirurgicales dans le cerveau humain bien avant la venue du Christ. La technique de la trépanation était incroyablement développée et présentait de nombreuses possibilités d'intervention dans le cerveau. Les instruments de bronze employés étaient parfaitement conçus. Récemment, un chirurgien d'Amérique du Sud les a utilisés à nouveau. Lorsque, 4 années plus tard, une cause sans rapport avec l'opération a provoqué la mort du patient, le crâne fut soigneusement examiné. Il portait des marques évidentes de régénération osseuse. L'opération avait donc été un succès complet. De même que quantité d'autres, effectuées avec des instruments identiques il y a plusieurs milliers d'années. Les échos des conques marines retentissent à nouveau dans la montagne, comme au temps des anciens festivals religieux. Ils évoquent pour nous la fin d'une autre époque, laquelle constitue un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire inca, l'énigmatique cité de Machu Picchu. Forteresse secrète, repère sacré au sommet de la montagne. Destinée à demeurer isolée du reste du monde, Machu Picchu fut minutieusement conçue pour pouvoir se suffire à elle-même. Les cultures en terrasse fournissaient le ravitaillement. La pluie était abondante. Des rigoles de pierre distribuaient l'eau dans chaque maison. En fait, Machu Picchu était une ville de pierre. Pierre provenant d'une carrière située à une distance considérable, dans les gorges de l'Urubamba, pour être, on ne sait trop comment, hissée jusqu'au sommet de la montagne. Elles furent utilisées à profusion pour la construction de palais, de temples, de maisons à pignons, d'escaliers et, tout au moins les derniers temps, de chambres de torture et d'hôtels destinés aux sacrifices humains. Des pierres furent également employées pour construire des parapets et des tours. Tours desquelles on pouvait veiller sur la cité et, au besoin, sonner l'alarme. Même en supposant que les Incas aient eu des ennemis, il est peu probable que l'alarme ait retenti souvent à Machu Picchu, car la situation de la forteresse la rendait virtuellement imprenable. De 3 côtés, des à-pics de 700 mètres plongeant jusqu'à la vallée de l'Urubamba en protégeaient l'accès. Et le dernier côté était défendu par la montagne. Cette sécurité absolue, malheureusement, a fait de Machu Picchu le symbole de l'ultime refuge, car en dépit de sa brillante organisation et de sa supériorité militaire, la civilisation inca n'a pas su se préserver de la corruption interne. Luttes incessantes pour la conquête du pouvoir dans la classe dominante, haine et violence parmi le peuple. Vers le début du XVe siècle, toute l'organisation sociale s'écroulait, entraînant la disparition de l'Empire dont il n'est resté que Machu Picchu. Les Espagnols ont toujours ignoré son existence. Toutefois, un groupe de femmes spécialement choisies portant le nom de Vierges du Soleil y ont passé leur existence entière dans la plus complète réclusion, après la chute de l'Empire. Par la suite et durant des siècles, la cité devait demeurer telle qu'on la voit aujourd'hui, silencieuse et vide, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par accident en 1911. Machu Picchu, chef-d'œuvre mystérieux d'architectes de génie. Aucune autre civilisation n'a jamais rien conçu qui lui soit comparable. Mais alors, que sont les Quechua, ces derniers descendants d'un peuple aussi prodigieux? Où en sont-ils de leur évolution? Une fois encore, la réponse s'impose d'elle-même. Au crépuscule, non à l'aube. S'agit-il là de 2 cas tout à fait isolés, ou sommes-nous en présence d'une règle immuable, d'un principe si puissant que l'on a tort de méconnaître? Pour répondre à cette question, il est nécessaire avant tout de tracer la courbe des réalisations techniques et culturelles de différentes civilisations, telles qu'elles se sont accomplies tout au long de leur histoire.
et de tracer une ligne idéale donnant la courbe moyenne du destin inévitable des civilisations. Nous avons vu que toute civilisation connaît d'abord une lente ascension vers son apogée, suivie d'une période rapide de désintégration. En comparant différentes civilisations avec ce tracé moyen, nous allons donc voir de quelle façon elles se conforment à la norme. L'Égypte, pays des pharaons et du premier gouvernement centralisé connu. Babylone, qui a mis au point le cadran solaire, le tour de potier, les voûtes, les dômes et les arches. Les Phéniciens, peuple de commerçants, inventeurs de l'alphabet moderne. La Grèce, mère de la démocratie, patrie de Pythagore, de Socrate, de Platon et d'Aristote. Rome, dont les légions tant vantées n'ont pu enrayer la décadence interne. Les Incas, inégalés pour leur organisation et leur technologie. Les Mayas, géants intellectuels de l'Amérique centrale. D'où vient cette fatalité qui fait qu'on voit civilisation après civilisation atteindre à des hauteurs prestigieuses et ensuite s'effondrer d'une façon inévitable? Pendant des siècles, on a estimé que le premier et presque seul facteur du déclin des civilisations était la perte des valeurs morales et religieuses. Néanmoins, depuis une centaine d'années, d'éminents savants se sont efforcés de démontrer que d'autres facteurs que ceux d'ordre moral ou spirituel furent quelquefois d'une importance prédominante. Ces facteurs, qui sont variés et nombreux, s'appellent épidémies, évolution du commerce, récoltes qui viennent à manquer, catastrophes naturelles, famines, changements écologiques ou une ou deux bonnes douzaines d'autres raisons qui furent à tour de rôle responsables du désastre final. Maintenant, si l'on admet que ces nombreuses raisons aient d'une façon ou d'une autre participé à la disparition de civilisations, doit-on en déduire quelles furent la cause essentielle de ces disparitions? Il est intéressant de noter que lorsqu'une civilisation est encore dans la force de son ascension, de tels accidents, le plus souvent, semblent la stimuler et lui donner un nouvel essor au lieu de la détruire. Mais s'il survient plus tard, à une époque où la civilisation en décadence n'est plus apte à faire face, où ses forces morales et spirituelles font défaut, la situation devient critique pour une civilisation qui veut survivre, mais n'a plus d'énergie, et voit ses forces l'abandonner. Dans un tel cas, la moindre trace d'adversité risque d'entraîner la débâcle. Pourtant, une notion s'impose à nous dans toute sa clarté. L'idée qu'il est évident que, descente ou montée, la direction n'est jamais définie par le passé historique. Le temps n'est pas et ne saurait être notre sauvegarde. À cette loi évidente de l'histoire, on peut ajouter sans hésiter le témoignage de la Bible, ce recueil infaillible de la parole divine. Ce livre enseigne à de multiples reprises la relation de cause à effet entre la corruption des valeurs spirituelles et morales et la débâcle d'une civilisation. Ce livre nous enseigne clairement que les nations et les civilisations s'écroulent à partir de l'instant où les peuples se détournent de Dieu Tout-Puissant et cessent d'appliquer sa loi, avec comme objectif la création d'une nouvelle façon de vivre selon leurs tendances personnelles. La succession d'effondrements que nous décrit l'histoire est le destin inévitable auquel on doit s'attendre dans de telles conditions. Mais il existe aussi une autre solution. Si la cause de ces effondrements réside dans le reniement de Dieu, le salut, lui, réside toujours dans sa grâce. En s'adressant à Israël, Dieu a dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. » Dieu seul remédie à la chute des nations, parce que lui seul répond à tous les besoins, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et puis, après tout, de quoi se compose une cité désertée? N'est-ce pas de la somme totale de la vie désertique de ceux qui l'habitèrent?
Pascal, que l'on considère comme l'un des plus grands philosophes et mathématiciens français, a dit « Il existe un vide à la forme de Dieu, dissimulé dans chaque cœur. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui puisse le combler. » Alors, si vous trouvez votre vie absurde, tout aussi absurde et désolée que les villes mortes rencontrées à travers le monde, allez vers Dieu. Et dans un élan délibéré, demandez à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, d'être votre sauveur et Seigneur personnel. Et Jésus-Christ changera très vite l'entière direction de votre vie. Au lieu d'une descente démoralisante, vous connaîtrez une ascension dynamique. Jésus-Christ vous attend. Il est tout prêt en ce moment même à remplir votre vie de sa vérité et de son amour libérateur. La Bible dit encore, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous en tant qu'individu. Pensez à ce que cela pourrait signifier pour nous tous en tant que nation. Et imaginez ce que cela pourrait signifier pour notre monde aujourd'hui.